Bonjour tout le monde, on est super contente aujourd'hui de vous présenter le tout premier épisode de notre balado Passion Psy. Donc, comme invité aujourd'hui, on a reçu Marie-Lou Lemire. Ça a été vraiment important pour nous que ce soit notre toute première invitée parce que Marie-Lou a joué un rôle super important dans la création de ce projet. Elle a été vraiment très généreuse de ses idées et de son temps. Donc, Marie-Lou est doctorante ici à l'UQAM dans la section neuropsychologie. Puis en fait, dans un premier temps, on a parlé de son parcours académique. Donc, comme vous allez pouvoir le constater, Marie-Lou n'a pas un parcours 100% linéaire. Donc, c'était vraiment intéressant d'en apprendre davantage sur d'où elle vient. Puis, en fait, par la suite, on a parlé de ses différentes implications au niveau du baccalauréat. Puis, finalement, on a terminé en discutant de sa réalité actuelle en tant que doctorante, puis également de sa vision pour le futur. On vous souhaite un bon épisode! Bien, bonjour Marie-Lou. Allô? Merci beaucoup d'avoir accepté de notre première invitée sur le podcast. On apprécie vraiment que tu prennes le temps de venir nous parler aujourd'hui. Ben merci à vous. C'est tout un honneur d'être là pour votre premier épisode. Super. Fait que dans le fond, on va t'expliquer un peu qu'est-ce qu'on a pensé faire. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est tout de suite après ton secondaire, on se demandait quel chemin t'as emprunté. Est-ce qu'à ce moment-là, tu avais des idées de qu'est-ce que tu voulais faire déjà? Donc, si tu veux nous parler de, à partir de la fin de ton secondaire, comment est-ce que tu es allée au cégep, etc. Fait que on aimerait ça en entendre parler. Ben oui, j'ai eu un parcours aussi un peu rocailleux. Là. Je me suis cherchée un petit peu, mais en fait, à la fin de mon secondaire, moi, j'étais sûre que je voulais être journaliste sportive. OK? On s'entend maintenant, hein, on a le dénouement de l'histoire, c'est pas ça qui s'est passé. Mais c'est vraiment ça, je voulais être la prochaine Chantal Maccabé. Là. C'était mes plans. Fait que j'ai fait mon cégep, en fait, je l'ai fait au cégep de Terrebonne. Et puis, c'était un programme de médias. Fait que pendant 2 ans, là, c'était vraiment les cours axés sur le journalisme, là, entre autres la télévision, la radio aussi. Donc, c'était vraiment le fun. J'ai eu vraiment beaucoup de plaisir. Puis, ça m'a donné l'opportunité, en fait, d'aller au bac en journalisme ensuite à l'UQAM. OK. Donc, à l'École des médias, qui est un super bon bac là, pour le journalisme. Et puis, dans le fond, j'ai fait ce bac-là pendant 1 an et demi, donc pendant 3 sessions. OK, Mais oui, c'est ça. Vraiment, au début, tu sais, vu que c'était comme mon objectif, mon rêve, c'était vraiment... tu sais, je m'y plaisais, mais c'est quand j'ai été confrontée à aller un petit peu dans le monde du journalisme que des fois, l'intérêt public... prône peut-être moins que le nombre de clics ou c'est un peu toujours un débat de société là, de comme avoir un scoop ou parler d'un sujet super important mais qui va peut-être attirer moins de clics puis tout. Fait que moi je suis un petit peu déchirée en fait avec ce monde-là un petit peu du journalisme qui me collait un petit peu moins à la peau. Puis j'avais pris comme cours à option, j'avais pris psychologie de l'apprentissage. Okay. Parce que j'avais toujours eu, tu sais, si c'était pas journalisme, j'avais vraiment un intérêt pour la psychologie. Et puis, j'ai fait ce cours-là et j'ai vraiment là, tripé, vraiment beaucoup. Donc, j'ai décidé de me lancer, en fait, directement en psychologie puis d'arrêter, de mettre fin au milieu de mon bac en journalisme. Et puis, donc, j'ai appliqué au bac en psychologie. Et puis, à ma grande surprise, sur la base de mes notes, en fait, mes notes universitaires, je pense, il faudrait que je revérifie. Ouais. Mais en tout cas, la première fois, en fait, que j'ai commencé, que j'ai appliqué au bac en psychologie, j'étais pas admise, en fait. Okay. Mais j'avais été admise, au bac, au certificat en psychologie. Fait que je me suis dit, bon, c'est pas grave, tu sais, c'est un peu... remplacer des pommes avec des oranges, ben là, c'est pas... Oui. C'est ça. C'est pas une finalité non plus. Tu peux... oui. Tu peux commencer au certificat, puis ensuite reprendre au bac. Oui, puis ce qui est le fun, c'est que tu fais, en fait, créditer les cours, là. Donc, moi, ça m'a même pas rallongé. Non, c'est ça. Oui, exactement. Wow. Fait que j'ai juste pu réappliquer après parce que à l'hiver, je pense, je sais pas si au moment où les gens vont écouter ce podcast, on peut toujours appliquer au bac en psychologie à l'hiver, mais il y a moins d'acceptation, en fait, là, de ce que j'ai compris. Donc, à l'automne, je suis passée, en fait, là, au bac en psychologie. Fait que là, j'ai pu faire le saut puis me faire créditer mes cours que j'avais déjà faits. Et puis, fait que c'était une technicalité, dans le fond, là, pendant ce temps-là. Mais voilà.
Puis ensuite, j'ai continué mon bac et je n'ai jamais cessé de triper sur ce que je fais. Ouais. Génial. Donc, c'est ça. Donc, ta passion pour la psychologie, ça s'est vraiment, dans le fond, commencé au bac en journalisme quand tu as eu ton cours à option. Est-ce que c'est quelque chose... Tu dis que c'est un intérêt qui avait déjà été là. Dans le fond, c'est ça au cégep parce que tu avais déjà eu des cours de psychologie ou c'est vraiment dans ton bac en journalisme que là, tu as vraiment eu la piqûre pour la psychologie? Ben, c'est vraiment drôle parce que je pense que j'ai des bribes de moi qui, depuis longtemps, pensaient à la psychologie, mais que ça n'avait jamais été comme une option nécessairement dans ma tête. Peut-être en me disant, tu sais, doutant de moi un petit peu, peut-être. Est-ce que j'ai les notes? Est-ce que j'ai les capacités de faire ça? Fait que je pense que c'était un petit peu latent, mais je me rappelle quand j'étais jeune, OK, c'est vraiment une anecdote, mais j'écoutais une émission, ça s'appelait Bull, OK? Puis c'est comme un profiler un peu pour le système judiciaire. Fait que, dans le fond, il sélectionne le jury pour un avocat, en fait. Puis, dans le fond, il regarde les personnes, puis là, il lit comme un peu dans leur tête. Puis là, il essaie de voir est-ce que ce sera un bon jury ou pas, est-ce qu'on le discarte ou pas. Puis, comme toute cette notion-là, un peu avec... c'est ça, d'être capable un peu de lire les gens. Quand j'étais petite, là, j'étais comme, oh my God, c'est vraiment cool. Fait que je pense que j'avais déjà un petit intérêt de faire comme... Comprendre. Tu sais, comprendre le comportement, puis qu'est-ce qu'un comportement peut dire sur une personne. Fait que je pense que c'était quand même là, mais que j'avais pas pensé comme travail plus tard, tu sais. Puis le journaliste, ben... J'adore le sport, fait que c'était vraiment, tu sais, aussi de voir à la télévision, comme, mon Dieu, j'aurais aimé ça, être à la télévision, à la radio, peu importe. Puis voilà, fait que ça a comme pris le dessus pendant ma jeunesse, mais c'est revenu au galop, là, avec psychologie de l'apprentissage, entre autres, qui visait aussi beaucoup les enfants. Puis moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup travailler avec les enfants, donc je pense que c'est venu me chercher aussi à ce moment-là. Fait que le déclencheur qui a fait que j'ai été au bac en psychologie, c'est le cours de psychologie de l'apprentissage, mais je pense que c'était un petit peu en moi quand même. C'était là avant. Ouais, c'est ça. Ça me fait penser, en fait, j'aurais deux petites questions. En fait, je me demande, est-ce que tu savais que tu voulais... Est-ce qu'en fait, tu as appliqué uniquement à l'UQAM ou tu avais comme révisé aussi les autres universités parce que ça se donne, tu sais, à plusieurs endroits, le bac? Fait que je pense qu'on peut commencer par ça, peut-être, puis ensuite... Ben oui. Moi, vu que c'était comme un changement, tu sais, de place, puis j'étais déjà à l'UQAM, fait que c'était plus simple pour moi. Exact. Puis moi, je viens de Repentigny aussi, là, quand j'étais jeune, j'habitais avec mes parents. Donc, c'est comme l'endroit le plus proche. Ensuite, c'était difficile aussi de le desservir en métro puis en autobus, mettons l'UDM, c'était comme difficile. Fait que je pense que c'est un mélange des deux, là, la proximité puis le fait que j'étais déjà là. Il y a aussi des cours, tu sais, parce que dans le bac en psycho, on a des cours comme complémentaires là, qu'on peut prendre, qui sont comme hors programme. Fait que moi, ça me permettait de prendre des cours de journalisme, par exemple, puis de les prendre comme cours hors programme. Donc, ça m'a aidé aussi à ce niveau-là. Qui t'ont été crédités, dans le fond, les cours que tu avais déjà fait. Exactement. Oh, wow. Quand même, ça donne un bon petit coup de pouce. Oui, bien, ça m'a permis, entre autres, là, je sais pas si on va parler de ça plus tard, mais de faire des sessions à 4 cours aussi, au lieu de faire à 5 cours. C'est vrai. Ben écoute, moi, je trouve ça super intéressant d'avoir fait un bac en journalisme, puis je me demandais, d'avoir entamé. Oui, c'est ça. Je me demandais, est-ce qu'il y a des choses que tu as appris qui ont été utiles ensuite dans ton bac en psychologie? Ah oui. Puis honnêtement, je dirais, c'est que je pense qu'il faut qu'on ait des cours de communication en sciences parce que je pense que tu peux pas être un scientifique ou un chercheur 100% accompli si tu peux pas communiquer ce que tu trouves dans tes recherches, OK? Parce que il faut que ça soit des recherches, c'est ça, des résultats, il faut que ce soit compris par plusieurs, il faut que ce soit répété par plusieurs. Puis je pense que vraiment d'être capable de communiquer ces résultats comme il faut, c'est un atout vraiment important là, en sciences. Puis, dans le fond, quand on arrive au doctorat ou même à la fin du baccalauréat, pour ceux qui peuvent faire une thèse d'honneur, par exemple, ben tu te mets à communiquer tes résultats, par exemple, dans des congrès ou dans des articles de vulgarisation scientifique ou même dans des articles scientifiques. Puis toute cette structure de communication-là, de partir, tu sais, d'un petit noyau, puis d'augmenter tranquillement les détails en gardant un fil conducteur pour que les gens comprennent qu'est-ce que tu dis, tu sais, ben c'est
ça s'apprend, en fait. Là. Souvent, on va parler en prenant pour acquis que les gens, ils connaissent tel aspect de ce qu'on dit, alors que non, tu sais, souvent, les gens, ils n'ont pas cette même connaissance-là, puis ils en ont beaucoup d'autres, mais pas celle-là. Donc, ça m'a vraiment permis, d'être capable, après ça, de facilement m'exprimer dans un congrès, tu sais, des fois, il y a des présentations orales aussi, puis que tu es restreint dans le temps, souvent. Donc, de bien vulgariser, d'aller, tu sais, au clair, net et précis. Donc, vraiment, ça a été super utile, vraiment, parce qu'on l'oublie, là, des fois, on a l'image là, du chercheur dans son laboratoire, tu sais, qui fait ces choses, mais il y a une grande partie aussi ensuite qui c'est de communiquer ses résultats dans des congrès, des présentations orales, des articles. Puis cette partie-là, souvent, il faut que ça s'apprenne, tu sais, de la communication comme ça. Fait que moi, ça m'a vraiment, vraiment beaucoup servi. Fait que ça a été du temps bien investi. Dans le fond, l'année et demie que tu as été là, ça a été payant sur le long terme. Oui, vraiment. Vraiment. C'est pas un frein maintenant. Tu sais, si on m'invite pour faire une présentation orale en quelque part, c'est pas quelque chose qui me stresse parce que j'ai été confrontée à ça puis pendant des sessions, des années au cégep puis au bac. Donc, vraiment un bon atout. Ouais. Puis, honnêtement, c'est super intéressant. Puis, je pense que ça peut parler aussi à beaucoup de gens, tu sais, qui ont un parcours peut-être différent, de voir que, en fait, c'est pas perdu. Tu sais, ce qu'on apprend ailleurs, on peut vraiment l'apporter dans une autre discipline, tu sais, par exemple. Ouais. Donc, c'est pas un temps perdu. Puis là, si on s'intéresse un peu plus à ton baccalauréat. Oui. Donc là, toi, tu l'as complété en combien de temps, par exemple? Oui. Dans le fond, initialement, tu sais, je vous disais là, j'ai commencé en fait ma première session au certificat. Donc ça, c'était comme à l'hiver. Parce que moi, j'ai fait 1 an et demi en journalisme. Donc là, j'étais rendue à l'hiver, OK? Ouais. Donc, j'ai commencé au certificat. Donc, dans les faits, je l'ai fait en 3 ans et demi. OK, oui. Puis, j'aurais pu le terminer en 3 ans. Par contre, je voulais vraiment faire une thèse d'honneur. Puis, il y a comme des paramètres, un nombre de crédits minimal à avoir. Je sais que le programme a changé, OK, récemment. Fait que moi, j'étais dans l'ancien programme. Fait que vous me corrigerez si jamais je dis quelque chose de l'ancien programme, là. Mais il me fallait un nombre de crédits. Donc, il fallait vraiment que j'aie complété 2 ans avant de pouvoir appliquer. Puis, il faut que ça commence, en fait, la thèse d'honneur, toujours à l'automne. OK. C'est bon à savoir, ça. Oui, pour un an. Fait que c'est vraiment de l'automne au début de l'été. Donc, il a fallu que j'attende, en fait, pour appliquer. C'est 60, je pense, le nombre de crédits. C'est ça, fait que ça correspond à 2 ans à temps plein. Oui, c'est ça. Donc, moi, il me manquait un petit peu. Donc, il a fallu, en fait, que je la commence à l'automne. Et puis, fait que j'ai fini, dans le fond, mon bac, c'est ça. J'ai complété là, la partie d'hiver, là. Donc, j'ai complété en 3 ans et demi, en fait. Ouais. OK. Puis, dans le fond, c'est ça que tu disais tantôt. Est-ce que ça t'a permis de faire en 4 sessions aussi? Oui. Ça a été, dans le fond, très positif de pouvoir faire comme une petite session de plus, si on veut. Oui. Puis, mais en fait, je faisais aussi des cours d'été. Okay. Je les prenais aussi. Cours d'été. C'est ça, parce que en même temps, je trouvais que c'était une belle opportunité d'avoir mon hiver de thèse d'honneur avec moins de cours aussi. Ah oui. Parce que, tu sais, je savais pas encore c'était quoi la recherche, puis justement, ça m'a tellement aidé à savoir c'était quoi la recherche, mais je voulais pas être surchargée à la fin avec mon projet. Fait que, à la base, je pense, même si j'avais pas eu cette session de plus-là, j'aurais pu avoir 4 cours par session parce que je prenais des cours d'été en accéléré. Pour moi, ça fonctionnait vraiment bien. Okay. Puis, surtout que j'habitais un peu, tu sais, à Repentigny. C'est quand même le voyagement. Le matin, le soir, avec le travail aussi. Fait que c'était vraiment mieux pour moi de le faire à 4 cours pour me respecter puis pas me... t'épuiser, dans le fond. Exactement. Puis je suis quelqu'un, à la base, tu sais, au final, là, j'ai réussi, là, tu sais, à l'école, puis ça l'a bien été. Mais j'y ai pas cru pendant longtemps, mais là, ça y est. Mais quand même, c'est pas sans difficulté, là. J'ai eu beaucoup de problèmes de mémoire. Il faut vraiment... c'est même... Enjeu, Oui, puis comparativement, par exemple, à mon frère ou ma sœur, dans ma famille, ils sont plus jeunes que moi, mais... J'étais beaucoup moins performante. Ça me prenait peut-être 2 fois plus de temps pour arriver au même résultat. Puis souvent, ça a été ça, en fait, même
aussi loin, je me rappelle, même au secondaire, tu sais, OK. je passais le 3/4 de mes dîners en récup de maths Ouais. parce que ça fonctionnait pas. Mhm. Donc, c'était ça un petit peu aussi pour le bac, il fallait que j'y aille à 4 cours parce que sinon, j'étais vraiment surchargée puis ça n'aurait pas fonctionné. Fait que pour moi, c'était vraiment l'option là, Ouais, puis à préconiser. je pense que oui. c'est la réalité de plusieurs personnes aussi. Ben oui. Mhm. Sachant, tu sais, qu'au bac, en plus, on te demande pas, mais c'est comme un non-dit qu'on doit s'impliquer aussi, tu sais, Ouais. s'impliquer en essayer d'avoir de l'expérience en recherche, Mhm. l'expérience, tu sais, en relation d'aide. Fait que ça, en Mhm. plus, puis tu sais, il y a des gens aussi qui doivent travailler un travail à part, qui ont des appartements à payer, fait que je pense que vraiment le 4 cours, c'est une option à considérer pour Oui. la majorité des gens, ou du moins une bonne partie. Définitivement. Là. Ben oui. Puis justement, pour rebondir un petit peu là-dessus, on se demandait, dans le fond, quelles sont les implications que tu as faites pendant ton bac, justement? Parce que, tu sais, on sait que pour appliquer au doctorat, ça prend, ma foi, un dossier assez bien garni pour se démarquer parmi les nombreux étudiants qui appliquent. Donc, justement, tu nous as dit que tu faisais 4 cours. Donc, quelles étaient tes autres occupations, dans le fond, pendant tes sessions au baccalauréat en psychologie? Oui, parfait. J'ai des bonnes anecdotes. Vous allez voir un petit peu, mon côté journalistique ressort un petit peu là-dedans. Ok. Tu sais, puis je pense, faut trouver son côté givré, OK? Mhm. Puis il faut faire ressortir cette... fait que si vous êtes bon en écriture, ben allez-y avec l'écriture. Si vous êtes bon... moi, c'était plus les vidéos, OK? J'avais vraiment une passion pour faire des vidéos, monter des vidéos. OK. Ou présenter, tu sais, je suis Ok. quelqu'un de verbal, là, Ouais. je pense que vous avez compris. Mais, fait que moi, je suis allée plus par là. Donc, dans mes premières implications, puis ça se peut que j'y aille dans l'ordre puis dans le désordre, parce que là, Vraiment, des fois, aucun c'était problème. un avec l'autre, là, mais mon implication préférée, c'est avec Mission Cerveau, OK? C'est un organisme qui est avec McGill, OK? Qui offre des conférences sur le cerveau dans des écoles primaires Wow! plus défavorisées de Montréal. Wow. Fait que c'est du bénévolat, dans le fond, puis il offre, en fait, tout le matériel. Il offre des PowerPoint que tu peux mettre, tu sais, à ta sauce un petit peu, mais avec le contenu. Je peux vous donner un exemple, par exemple, pour montrer que pour goûter des choses, tu as besoin... oui, de tes papilles gustatives, mais aussi de ton odorat, OK? C'est pour ça que quand tu as la grippe, par exemple, tu goûtes rien. Ouais. Oui. Parce que il faut que, justement, il y ait comme des particules qui se rendent là, à ton bulbe olfactif. Et puis, on avait des Skittles qu'on pouvait donner aux enfants. Puis là, on leur demandait, mets ton Skittles sur la langue et bouche ton nez. Puis là, je suis comme, est-ce que c'est sucré, c'est salé? Là, ils disent c'est sucré. Mais puis là, je suis comme, est-ce que vous êtes capable de dire c'est quoi la saveur? Puis là, ils sont pas capables parce que leur nez est bouché. Mais là, quand ils débouchent leur nez, là, ils sont capables de voir. Fait que c'est comme une super activité intéressant. Ben oui. pour montrer aux jeunes que, tu sais, on a besoin, tu sais, pour les sens, comme justement pour le goût, goûter un arôme, quelque chose, ben on a besoin de l'implication du nez aussi. Fait que c'est comme un exemple. Puis ouais, c'était à raison, je pense, de une conférence à peu près aux 2 mois. Tu sais, le matériel est fourni. Puis là, j'allais à l'école avec mon matériel. Je faisais ma petite démonstration avec les enfants. Puis c'est ça. Fait que ça, c'était un de bénévolat qui, justement, moi, j'ai tripé à le faire, tu sais. Puis ça, je recommande vraiment de trouver quelque chose. Il y a quelque chose à faire, c'est sûr. Puis sinon, ben créez-le. Sinon, créez-le. Ouais. Puis je me dis, c'est super intéressant, mais j'ai vraiment jamais entendu parler de ça. Puis tu sais, on a fait des recherches, je pense. Fait que comment t'as trouvé ça? Tu sais, une expérience unique, tu sais, différente. Oui. Ben, j'avoue que j'avais vraiment cherché sur Google. Puis avec des mots-clés cerveau, là, je pense qu'à un moment donné, c'est un peu par hasard que je suis tombée là-dessus. OK. Mais je sais que j'étais abonnée à beaucoup de choses. J'étais un petit peu là, vraiment C'est des bons intense trucs. au début, de comme je cherchais vraiment beaucoup d'affaires. Puis, fait que je pense que de fil en aiguille, je suis tombée là-dessus. Mais maintenant, tu sais, il y a des... Je pense que je serais plus habile, tu sais, généralement, les centres de recherche ou des choses comme ça, ils ont souvent des infolettes. Puis souvent, dans le fond, il va y avoir un aide dans la diffusion entre les centres de recherche. Fait que, mettons, nous, récemment, on avait dans notre infolette une publicité pour Mission Cerveau. OK. Fait que, tu sais, des wow. fois, ouais, puis mais même des fois, d'autres réseaux où, il y a un congrès par-ci, il y a un congrès par-là, bien, dans l'infolettre, on peut avoir... puis quand je dis note, là, je parle du centre de recherche Neurocam, là, pour lequel...
Mais donc, des fois, juste de s'abonner à une infolette, ben ça finit que, ben t'as la diffusion de l'autre membre. Puis maintenant, Facebook aussi, là, c'est vraiment... Les groupes Facebook, ça, c'est une ressource très vraiment des petites pépites sur les groupes Facebook. Définitivement. C'est ça. Fait que, c'est comme ça que j'ai commencé Mission Cerveau. J'ai adoré ça. Puis ensuite, là, je reviens à ma liste de choses que j'ai faites. Bien, j'ai fait des petits trucs par-ci par-là au Karen aussi au début. Fait que moi, je venais ici dans ce local-là, justement. Je faisais des groupes d'études pour les cours de neuro, un peu plus, qui étaient mes cours de début, mes cours bonbons. Fait que j'ai fait beaucoup de groupes d'études. J'ai aussi créé un outil, je ne sais pas s'il est encore ici, mais c'est des révisions, en fait, des questions d'examen de révision. Encore. Très utile. Ah, super! Super! Fait que, tu sais, c'est le genre d'implication, tu sais, comme quand je vous dis créer votre opportunité, c'est genre, tu sais, personne m'a demandé de faire ça, mais je suis arrivée un moment donné, tu sais, voilà, puis, ben ça a fait que j'ai connu, en fait, des gens qui, de fil en aiguille, m'ont amené à rencontrer mon directeur de maintenant, qui est Dave Saint-Amour. Donc, tu sais, créez-vous l'opportunité vraiment. Puis, je pense que c'est un gros take-home message, je pense. Ça tombe bien que c'est ça dans le premier podcast, mais faut pas essayer de copier, mettons, le CV de quelqu'un parce que sinon, tu vas passer du temps à faire quelque chose que tu n'aimes pas au complet. Tu sais, pense à qu'est-ce que tu aimerais. Ensuite, essaie de voir s'il y a une opportunité qui s'ouvre à toi, qui coche ces paramètres-là. Puis sinon, ben crée ton opportunité, tu sais. Fait que, fait que ça, j'avais décidé de faire ça juste pour me mettre en contact avec les gens du Karen, avec la permanence, puis juste ajouter une ligne, en fait, sur mon CV. Ben oui. C'est tellement une belle initiative qui, encore à ce jour, est super utilisée puis appréciée par les autres étudiants. Ben, je suis vraiment contente que ça ait cet impact-là, puis... Tu sais, c'est une initiative qui n'est pas compliquée. Tu sais, j'ai pris une page Word, là, c'était pas du editing difficile. Tu sais, c'était vraiment... J'ai pris mes notes de cours, je me suis fait des questions, puis ensuite, tu le mets ça dans un petit livre que j'ai imprimé, puis j'ai fait relier, là, tu sais. Donc, tu sais, ça peut partir d'une petite pensée, puis amener à quelque chose de super le fun. Puis, je trouve ça intéressant parce que dans tes expériences, je sais pas si c'était la liste exhaustive, mais tu n'as pas mentionné d'expérience de recherche. Puis je sais que ça peut être quelque chose qui est un peu anxiogène pour les gens parce que c'est difficile à trouver. Puis ensuite, tu as parlé de la thèse de spécialisation. Fait que je me demandais comment tu as su... Est-ce que la thèse, c'est ta première expérience de recherche? Non, c'est ça. Ben, ça me menait dans le fond, ma prochaine expérience-ish, mais encore là, c'est une opportunité un peu créée. On avait reçu un courriel qu'on reçoit dans nos courriels du baccalauréat ou en tout cas du groupe qui envoie des courriels pour les personnes du bac puis du doc. Et puis, c'était que Dave Saint-Amour recherchait un étudiant pour la thèse d'honneur. OK? À ce moment-là, moi, on se rappelle, j'avais pas mes crédits pour appliquer. Puis là, il y avait une date pour appliquer. Puis là, j'étais déchirée. J'étais comme... Je voulais parce que j'avais déjà eu Dave Saint-Amour dans mon cours de perception. J'aimais beaucoup ce qu'il faisait comme travaux. Puis je pense qu'on aurait pu, tu sais, bien s'entendre. Donc, j'ai décidé... Puis ça, c'était pendant la pandémie. Donc, on pouvait pas se présenter juste au bureau du professeur. Là. Il y avait personne ici. Donc, j'avais le choix. Est-ce que j'écris pas? Est-ce que j'écris un courriel qui va se perdre un petit peu ou je fais quelque chose de côté givré? OK? Donc, vous me connaissez maintenant. Côté givré, j'ai fait... Dans le fond, j'ai décidé d'appliquer quand même, mais j'ai dit, tu sais, j'ai pas les crédits, je pourrais pas faire ça cette année, mais tu sais, je pourrais être assistante de recherche et travailler sur ce projet-là parce que vous allez peut-être avoir besoin de quelqu'un. Puis, à la place d'écrire un courriel, j'ai fait une vidéo, dans le fond, avec... Fait que c'est comme mon CV de façon dynamisée. OK. Donc, c'est intéressant. Ben, c'est ça, tu sais, je me suis mis... Et puis là, je m'étais donné, là, j'avais tout mis, tout ce que je possédais de cerveau dans le background. Puis aussi, avec ton journalisme, tu as dû avoir une certaine dynamique. C'est ça!
Ah, wow, C'est intéressant. ça! Donc, j'étais comme, tu sais, bonjour, là, je fais mon CV de façon... Tu sais, j'avais quand même là, le CV officiel, mon relevé de notes, les classiques qu'on envoie quand on contacte un prof. Mais au moins, tu sais, ça disait pourquoi aussi je voulais travailler avec lui, tu sais, qu'est-ce qui m'intéressait, en gros. Donc ça, je pense que ça l'a vraiment intrigué parce que, je pense, il l'a ouvert quelques jours plus tard et puis j'avais une entrevue 1 heure après. Oh, wow! Oh, oui, j'étais en pyjama là, quand je l'ai su. Il a fallu que je m'habille en express. Puis j'avais en Zoom là, l'entrevue parce que c'était la COVID. Oui. Donc, c'était vraiment, pour moi, ça a super bien marché. Puis Wow. le reste de mes opportunités sont entre autres arrivées de là parce que, puis ça, c'est vraiment aussi un autre take-home message. Une fois que tu as le pied dans la porte, ça part. Puis tu peux pas avoir le pied dans la porte sans te faire connaître. Tu dois juste... Quelqu'un peut pas t'embaucher s'il connaît pas ton nom ou si c'est pas t'es qui. Faut juste ça. Faut juste se faire comme connaître. Et puis, comme là, je me suis fait connaître de Dave et ensuite, j'ai pu intégré le labo. J'ai travaillé, en fait, avec Neurocam. C'est là que je suis rentrée à Neurocam. Puis... C'était au baccalauréat? Oui. Ah, wow, OK. Ouais. Je pensais que c'était plus tard dans... Non, c'était à ma... Justement, c'est un peu en même temps, là, avec... ça, c'est vraiment intéressant. C'est ça, c'est vraiment, tu sais, le pied dans la porte, puis ça m'a donné d'autres opportunités après. J'ai aussi pu écrire, en fait, au début, là, quand Dave m'a accepté dans le labo, c'était pour travailler sur le site web Faire à sa tête. Je sais pas si ça vous dit quelque chose, mais c'est un site web de vulgarisation scientifique, vraiment grand public, pour expliquer l'effet des contaminants environnementaux sur la santé du cerveau. Et puis, dans le fond, les étudiants de son labo, ils écrivaient un article de vulgarisation sur un contaminant, puis qu'est-ce que la littérature dit à ce sujet-là, sur son effet sur la santé du cerveau. Donc, moi, c'était un peu mon test, un peu de savoir comment je travaillais, puis tout. Donc, j'ai travaillé sur un article, tu sais, qui a été publié en plus, fait que c'était le fun. Wow, ça fait une expérience de plus à marquer dans le CV, c'est super. Exact. Puis là, Dave a pu comme voir comment on travaillait ensemble, puis on a vu que ça allait été un bon match. Et là, ensuite, ça l'a donné que justement l'ancienne assistante coordo de Neurocam devait quitter parce que là, elle était rendue plus loin dans son parcours. Puis, c'est là que je me suis glissée. Puis depuis ce temps-là, ça fait plusieurs années, puis je suis avec le centre de recherche. Donc, c'est vraiment de fil en aiguille là, que les expériences se sont accumulées. Et puis, ensuite, vu que j'étais à Neurocam, je connaissais un petit peu les profs qui étaient, les autres profs de la section de neuro. Et puis, j'ai voulu travailler comme assistante de recherche avec Marie-France Marin. Fait que sur ses projets, parce que je voulais le côté plus pratique. Moi, j'étais beaucoup, tu sais, là, en rédaction ou avec plus le côté informatique de ma thèse d'honneur. On pourra en reparler si jamais. Mais, fait que je cherchais un petit peu de pratique avec des participants. Puis le protocole de Marie-France, il offrait ça. Fait que quand ils ont eu besoin de quelqu'un, j'ai appliqué. Puis finalement, je l'ai eu aussi. Donc, ça fait un peu le tour là, de mes expériences, mais ça part d'une petite vidéo ou d'une petite présentation dans une école primaire, tu sais, c'est vraiment intéressant. Puis là, dans le fond, ce serait intéressant de parler de ta thèse d'honneur. Ben oui! C'est ça. Donc, qu'est-ce qui t'a amené à décider de faire ça? Puis, est-ce que c'était ce à quoi tu pensais que ça allait être? Est-ce que ça t'a surpris? Est-ce que pas que tu regrettes parce que tu es en recherche, mais je voudrais en donner plus pour les gens avant qu'ils prennent un choix, de savoir concrètement qu'est-ce que c'est puis dans quoi on s'embarque. Tout à fait. Puis là, sachez que mon opinion est vraiment biaisée avec le fait que j'ai aimé ça. Donc, si quelqu'un sent déjà ne pas aimer la recherche du tout, je pense que c'est un gros investissement pour... quelque chose, tu sais, j'encourage vraiment pas de faire quelque chose qu'on n'aime pas. Donc, quelqu'un, mettons, justement, j'ai une amie qui est au bac en psycho, mais pas ici, elle vient d'être acceptée au doc. Salut! Félicitations! Oui! Puis, elle savait depuis toujours qu'elle détestait la recherche, elle ne voulait pas faire la recherche. Puis, je lui aurais pas suggéré de faire une thèse d'honneur si tu sais déjà que tu n'aimes pas ça. J'étais comme... Tu sais, à la place, privilégie les expériences de
justement, des expériences plus humaines. Oui, c'est ça, de plus clinique. Cela dit, je pense que une implication dans un labo, c'est quand même bien. En fait, c'est même quasiment important. Là. Je pense que des fois, on ne veut pas le dire puis tout, mais pour beaucoup de monde, ça change quelque chose d'être dans un labo. Définitivement. Puis ne serait-ce que parce que tu connais le directeur, tu travailles avec, il voit comment tu travailles. Il a besoin de travailler avec toi, même si c'est au doctorat clinique, PCD, et pas en recherche. Il a besoin de voir ça. Donc, si tu n'as jamais vu, moi, je pense que c'est ça le facteur un petit peu plus que est-ce que tu as travaillé, tu as fait une thèse d'honneur ou assistant de recherche. Ouais. Donc, je pense qu'il y a des protocoles qui sont plus cliniques, qui t'amènent à parler avec les participants ou à faire même des questionnaires psychologiques, tu sais. Donc, ça peut être des choses vraiment intéressantes à faire. Donc là, j'ai un peu bifurqué. Mais bref, si tu sais déjà que tu n'aimes pas la recherche, je pense que tu peux vraiment aller ailleurs. Oui, exact. Mais pour ma part, ça m'intriguait. Je voulais en faire. Et puis, finalement, le poste pour lequel j'avais pas les crédits, en fait, de thèse d'honneur, bien, finalement, il y avait personne qui avait pris ce projet-là. Il y avait eu un autre projet. Puis j'ai pu comme le continuer, en fait, puis le prendre, ce projet-là. Donc, c'est le développement d'une batterie de tests neuropsy en ligne. OK, oui. Fait que voilà, ça, finalement, j'ai pu embarquer sur ce projet-là. Et puis vraiment créer, là, dans le fond, les tâches en ligne. On avait Anthony, notre assistant technique aussi, qui était là. C'est pas juste moi qui est devenue programmeuse. Puis ensuite, il fallait que je le teste auprès de la population générale pour pouvoir me faire des normes aussi pour voir si ça fonctionne, hein, puis tout. Et puis, le défi de cette batterie-là, c'est qu'elle est en ligne, donc envoyée vraiment par un URL aux participants. Donc, voilà, fait que moi, je faisais mon testing un peu, justement, en ligne. Tu sais, je voyais pas de patients chez nous. Ouais. Donc, quand je vous parlais un peu de comme le niveau d'implication clinique dans un projet de recherche, tu sais, moi, c'était vraiment plus de l'ordinateur, des données, de parler par courriel, alors qu'il y a d'autres protocoles qui sont plus cliniques, un peu que tu es en contact plus avec les patients. Mais moi, j'ai vraiment aimé ça, puis ça s'est super bien passé. Je suis quelqu'un quand même d'autonome puis tout, donc je savais que j'avais les capacités pour le faire. Ça prend du temps. Tu sais, c'est un marathon, hein, c'est pas un sprint 2 semaines avant l'examen qu'on étudie puis fait que c'est sur 1 an, donc faut attendre, faut comme être capable de savoir qu'il y a des choses qui vont marcher, des choses qui vont pas marcher, que notre recrutement va être beaucoup plus long que ce qu'on pensait. Puis, ça te met, par contre, sur le rythme de la recherche, parce que c'est ça, la réalité de la recherche, ça va jamais comme on veut. Ce n'est pas linéaire. Oui. Et puis, dans le fond, ce qui est vraiment bien, c'est que c'est vraiment un apprentissage actif. Donc, tu fais ta recherche et tu la mènes, là, tu sais, ça dépend aussi sur quel projet. Là. Moi, j'étais toute seule sur mon projet, donc c'est moi qui leadais un peu le show. Mais... tu sais, juste faire des statistiques, c'est beau les apprendre dans notre cours de stats. Mais c'est vraiment différent. Exactement, des appliquer, c'est difficile. Donc, c'est tout cet apprentissage-là actif que tu fais par essai-erreur qui est vraiment super. Puis qu'après, là, tu peux commencer ton doctorat avec un sentiment d'un minimum de connaissances. Et ça, ça met en confiance. Oui, c'est ça. Donc, ça donne vraiment un excellent aperçu. Puis tu peux savoir si tu aimes ça ou pas là, avant de t'engager au doc. Là. Puis, est-ce que tu conseilles, dans le fond, ben j'imagine que c'est un peu un non-dit, mais de faire ta thèse de spécialisation avec la personne, donc le chercheur qui t'intéresse au doctorat, dans le fond? Des fois, parce que moi, ça a bien été à cause de ça, justement, parce que, encore sur le même principe il faut que tu te fasses connaître, puis il faut que les profs, il faut qu'ils sachent comment tu travailles. Tu sais, on oublie des fois que, tu sais, eux, c'est vrai, ils ont besoin des étudiants pour faire leur projet de recherche. Ils ont besoin d'étudiants pour que le labo roule, tu sais. Donc, ils ont besoin d'étudiants fiables qui n'auront pas besoin, tu sais, de revérifier aux 30 secondes puis de repasser en arrière, tu sais. Donc,
en montrant un minimum, tu sais, d'autonomie puis de débrouillardise, ben là, le chercheur, tu sais, le prof, il peut avoir plus confiance, puis ben là, ça peut mener justement à comme « Oh, est-ce qu'on travaille ensemble pour la suite des choses? » tu sais. Mhm. Mais je pense que ça peut aussi se passer en message entre les OK. profs. Donc, par exemple, j'ai une amie, moi, qui a fait sa thèse d'honneur avec une prof, mais que cette prof-là, elle n'avait pas de place au doctorat parce que, je vous explique, là, mais souvent, ça va bloquer au niveau... Il va y avoir des quotas, en fait, pour le doc parce qu'il n'y a pas assez de place. Par exemple, pendant la COVID, c'était ça, ils n'ont pas assez de place pour le CSP, donc qui est le Centre de services psychologiques de l'UQAM. Donc, ils ne peuvent pas en accepter trop qui entrent au doctorat parce que sinon, ça va faire un bouchon. Puis là, les gens ne pourront pas finir dans les temps leur doctorat puis tout. Donc, nous, cette année-là, c'était l'année comme COVID et tout, on avait des quotas vraiment plus restreints, les profs. OK. J'ai dit « on », là, mais les profs avaient un quota plus restreint. Et puis, mon amie, ben, elle ne pouvait pas rentrer avec la prof avec qui elle a fait la thèse d'honneur, mais elle avait parlé à une autre prof qui avait la professeure en question avait parlé à une autre prof du département. Puis, finalement, mon amie a été acceptée avec la deuxième. Fait que, tu sais, je pense que encore là, aller vers un prof qui a des intérêts de recherche similaires à vous, tu sais, minimalement, tu sais. Allez pas en neuro si vous voulez pas de neuro. Non. Tandis que si vous allez avec un prof de neuro qui parle un petit peu d'un même sujet qu'un autre prof qui vous intéresserait, par exemple, ben le mot peut se passer, tu sais. Fait que OK. faites ce que vous aimez, tu sais. OK. Allez vers un sujet qui vous intéresserait, là. Je pense que c'est... Ouais. Définitivement. Ouais, je pense que c'est mon petit point éditorial, là, c'est ça. Génial. Puis dans le fond, si je peux me permettre, j'aimerais ça revenir sur quelque chose que tu as mentionné quand Ben tu parlais oui. de ton parcours à la thèse. Oui. Tu as justement dit que souvent, c'est plein de rebondissements. Tu sais, des fois, on peut rencontrer des difficultés qu'on n'avait pas nécessairement anticipées. Fait que je me demandais, pendant ton parcours au baccalauréat, parce que, tu sais, on sait que ça demande beaucoup d'engagement, beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, puis on sait que les études sont longues aussi pour en arriver au point final. Donc, est-ce que tu as eu, dans le fond, des périodes de remise en question, des moments où tu as douté un petit peu de ton choix de carrière, ou est-ce que à partir du moment où tu es rentré dans le bac, c'était vraiment clair dans ta tête que tu allais au doc, puis tu n'as pas dérogé de ça? Donc, ouais, je sais pas si tu veux nous parler un petit peu... Oui, mais c'est vraiment une bonne question. Je pense que en tout bon étudiant de psycho, on se remet en question un moment donné. On finit par faire comme « Oh mon Dieu! » Tu sais, ça semble vraiment inatteignable. Pour avoir... Je me remets dans les bottines de Marie-Lou bac, là. J'étais sûre que j'en faisais jamais assez. Je me tapais sur le chou. J'avais vraiment les attentes beaucoup trop élevées. Mais en même temps, ça a fonctionné pour moi. Fait que je pense que je veux vraiment pas parler pour tout le monde, OK? ouais. Puis il y en a qui se sont donnés à fond, qui avaient les mêmes attentes que moi, puis ça n'a pas fonctionné pour X raisons. Des fois, c'est pas de place. Des fois, ils ont donné tous leurs efforts avec un prof avec qui, finalement, ça n'a genre pas fonctionné. Donc, le match était pas bon. Tu sais, c'est important d'avoir un bon match prof puis étudiant. Donc, je parle vraiment pour moi. Je trouvais que c'était beaucoup, là. Il y a des fois que... En fait, je pense qu'il n'y a jamais une fois où je me suis dit que c'était pas le doc que je voulais faire. Je pense que c'était mon objectif, mais où je doutais, c'est est-ce que je vais y arriver? OK. Fait que je pense que c'était comme mon rêve un peu, vraiment mon fort, mais que j'étais pas sûre que j'allais traverser toutes les tempêtes pour se rendre là, tu sais, ne serait-ce que le temps que je passais dans les transports, j'étais épuisée, tu sais. Fallait que je travaille aussi pour payer mes études puis tout. Donc, j'étais tout le temps entre Montréal-Repentigny, puis étudier, ça me prenait beaucoup de temps. Donc, je pense que c'est là que j'ai vraiment recherché des solutions, des alternatives pour m'alléger parce que... Puis ça, c'est vraiment une discussion que j'ai eue avec ma psy un jour qui me dit, parce que je voulais vraiment là, finir, aller au doc tout de suite, pas attendre, puis tout. Puis elle était comme, mettons que tu prends une année de plus là, au bac ou une année sabbatique, est-ce qu'à 88 ans, genre, quand tu vas regarder ta vie comme de revers, tu vas penser à cette année-là comme si c'était la pire année de ta vie, tu sais, puis que c'était vraiment une année perdue. Comme les odds sont que non, tu sais. Puis encore là, juste, mettons, mon parcours en journalisme, là, comme
on en a parlé au début du podcast, mais c'est tout sauf une perte de temps, Ouais. tu sais. Puis ça finit toujours par être ça, parce que juste d'exister comme humain, c'est déjà une expérience, là, tu sais, c'est quelque chose de positif, là. Fait que, à partir de ce moment-là, j'étais comme, OK, tu vois, je vais faire 4 cours par session. Je vais y aller, tu sais, vraiment plus à mon rythme. J'ai aussi décidé de déménager à Montréal pour réduire mon temps de transport en commun. Puis, fait que je continuais de travailler quand même. J'avais pas le choix, justement, pour payer mon appartement. C'est sûr. Je travaillais comme un petit peu plus, mais au moins, j'étais pas, tu sais, dans l'épuisement des transports, le brouhaha, puis tout. Puis ça m'a vraiment, comme, aidée. Donc, je pense que c'est vraiment normal de douter, parce que la réalité, c'est qu'il y a pas beaucoup de place, c'est sûr. Mais je pense que, tu sais, si tu as ton objectif, que tu te crées des opportunités, puis que tu n'oublies pas qu'il faut que tu te fasses connaître pour te faire embaucher, je pense que ça peut vraiment bien aller. Fait qu'on voit beaucoup, je pense qu'on met souvent, puis ça, l'humain fait ça, là, mettre l'accent un petit peu sur le négatif, puis tu sais, on se rappelle beaucoup plus de ce qui fonctionne pas que ce qui va bien, mais je pense que il y a vraiment, même si ça semble impossible quand on est au bac, il y a vraiment la possibilité que ça aille bien, puis que ça fonctionne, tu sais. Fait que juste pas perdre ça de vue, puis essayer de trouver des solutions, puis réarranger son horaire ou sa routine, si possible, là. Il y a des cas dans le cas c'est pas possible, fait que je parle vraiment pour moi encore une fois, mais ouais, je pense qu'il y a possibilité de beaucoup agir avant de changer. On en a besoin, des gens au doc. Vraiment. Effectivement. Écoute, parlant du doc, j'aimerais ça qu'on se lance. Donc, toi, tu es en neuropsychologie. Donc, j'aimerais ça, premièrement, pourquoi la neuropsychologie? Puis ensuite, si tu veux nous parler de, par exemple, je sais qu'on l'a mentionné plus tôt que tu étais avec Dave Saint-Amour, mais si tu veux élaborer sur ton laboratoire, puis... Ben oui, certainement. Donc, oui, la neuropsy, j'ai été fascinée par le cerveau. Vraiment, je pense que je m'y étais pas intéressée au début parce que je comprenais pas là, quand j'étais plus jeune puis tout. Mais quand je me suis tournée vers la psycho puis que j'ai été au bac en psycho, puis là, j'ai eu dans ma première session, je pense, neuropsy ou biopsycho, comportement biopsycho. En tout cas, Marc-André Bédard, mon Dieu, il aimerait pas ça que je connaisse pas son nom de programme, mais de cours, en fait. Mais j'ai vraiment aimé ça. Comme le côté biologique de la chose. On parlait des neurones, on parlait des problèmes neuropsy, des troubles neuropsy. Fait que moi, ces cours-là m'ont vraiment enlignée sur qu'est-ce que j'aimais. Et je suis quelqu'un... Je me suis rendu compte, en fait, que j'avais le cerveau assez... cartésien là, ou quantitatif. J'aime ça avoir des données, là. J'aime ça avoir des chiffres. Fait que je pense qu'il y a une partie de moi qui est comme ça aussi, mais avec mes autres cours aussi, au contraire, il y a des tu sais, des fois, il y a des théories, par exemple, qui rentrent bien, que tu apprends bien, peut-être qui te collent plus à la peau, mais moi, c'était ça. Tu sais, je rushais, moi, en psychodine. En mon cours de psychodynamique, là, hey, mon Dieu, mes amis m'ont aidé. J'avais vraiment de la misère. Alors qu'en neuro, ça rentrait, là. Donc, je pense que j'avais déjà... un petit penchant. Oui, un petit penchant. Puis, j'ai vraiment suivi cette lancée-là. Mais, tu sais, la TCC aussi, je pense que j'aurais vraiment aimé ça. Fait que, finalement, je suis allée vers la neuro, mais... je pense que j'étais pas fermée aux autres approches non plus, mais les coups de cœur des premiers cours de bac. C'est resté. C'est resté là à 100%. Puis là, c'est resté. Tout mon bac est là aussi. Je continue là, à triper vraiment. Sinon, pour le laboratoire dans lequel je suis, c'est le laboratoire de Dave Saint-Amour qui s'appelle maintenant Neurotox. C'est le laboratoire de neuropsychotoxicologie. Donc, il y a une branche, en fait, du labo qui regarde l'effet des contaminants environnementaux sur la santé du cerveau. Fait qu'un peu comme faire à sa tête, là, c'est un peu la même lignée. Donc, par exemple, j'ai des collègues qui ont travaillé sur le mercure, le plomb. Moi, je vais travailler sur le CO2. Je vous en parlerai un peu, le dioxyde de carbone, en fait. Je vous en parlerai un petit peu après, mais
Donc, il y a vraiment là, un grand éventail du labo qui travaille là-dessus. OK. Mais Dave, il est aussi spécialisé tout ce qui est vision, justement. Il donne le cours de perception. Hein? Oui. Donc, cette notion-là, c'est juste qu'en ce moment, il y a moins de personnes qui travaillent là-dessus, mais ça fait aussi partie de son labo puis de ses intérêts. Donc, voilà, ça ressemble à ça, le labo Neurotox. Puis, on est beaucoup relié aussi avec Neurocam. Donc, ça, c'est le centre de recherche en neuro des universités du Québec. Et puis, on est beaucoup relié avec eux. Donc, on fait beaucoup d'activités avec eux aussi. Les autres profs de la section aussi. Donc, ça ressemble un petit peu à ça. Super intéressant. Oui, on a même des beaux outils, là, comme on peut utiliser le EEG, donc l'électroencéphalogramme pour l'activité cérébrale. Donc, c'est un super beau labo. Donc, génial, mais c'est vraiment intéressant tout ça. Puis, dans le fond, là, le temps file un petit peu, mais avant qu'on se laisse, dans le fond, on serait vraiment intéressé d'en apprendre davantage sur tes projets actuels. Tu nous as parlé, entre autres, qu'à la thèse de spécialisation, tu t'étais concentré sur le développement d'une nouvelle batterie de tests, si j'ai bien compris. Donc, dans le fond, c'est ça. À quoi ton parcours ressemble en ce moment? Là? Quels sont les projets sur lesquels tu travailles au doctorat? Oui, bien, dans le fond, brièvement, comme la batterie, je l'ai continué un petit peu en parascolaire après ma thèse, puis j'ai même pu faire un article scientifique avec. OK. Donc, super cool ici, thèse d'honneur pour ça, parce que tu as des données que si c'est un projet, justement, qui va bien, puis qu'on peut continuer après, bien, ça peut être une belle source pour un article scientifique. Donc, je continue ça comme en parallèle, mais ma thèse porte sur l'effet du CO2, fait que le dioxyde de carbone qu'on retrouve dans tout milieu, dont les écoles. En ce moment, on en parle beaucoup, il y a beaucoup de CO2 dans les écoles. Puis je regarde si les concentrations retrouvées normalement dans les écoles peuvent avoir un effet sur le fonctionnement cognitif puis l'activité cérébrale des jeunes. Donc, ben moi, c'est 10 à 12 ans, là, en ce moment, que ma tranche d'âge pour mes participants. Mais voilà, fait que j'utilise le EEG et les tests en ligne sur l'ordinateur que j'ai créé pour ma thèse d'honneur. Wow. Donc, ça, c'était le fun aussi, là. Oui, quelle belle continuité. Ben oui! Fait que là, on les utilise, puis je regarde leur activité cérébrale pendant qu'ils font les tests. Puis, on regarde, ils font ça dans le fond 2 fois, les mêmes participants, là. Une fois quand le CO2 il est bas, puis une fois quand le CO2 il est aux concentrations plus hautes qu'on retrouve là, normalement dans les salles de classe puis dans les écoles. Fait que ça ressemble à ça, là. Je commence mon recrutement, mon testing en ce moment. Fait que je suis dans la partie... J'ai fini comme le brainstorm du début. Puis normalement, au début du doc aussi, on commence avec les cours. On commence comme avec la base un petit peu. Puis ensuite, on va plus vers la création du projet, puis ensuite recrutement, puis tout. Fait que là, je suis rendue à cette partie-là. Donc, une année pas mal recherche là, et testing. Mais en fait, c'est ça, ça me tente de t'entendre parler parce que toi, en fait, tu fais le profil double. Donc, tu fais de la recherche, mais tu vas aussi faire de la clinique. Donc, je me demandais pourquoi avoir choisi ça, puis comment tu entreprends le reste de ton parcours. Oui, bien, je suis allée, ça, j'ai beaucoup pensé, puis ce qui est le fun aussi au doc, puis à l'UQAM surtout, là, parce que dans d'autres universités, c'est beaucoup plus rigide, mais à l'UQAM, on peut vraiment choisir un petit peu nos années de recherche, nos années de rédaction, nos cours. Fait que moi, je sais que je voulais vraiment rester dans le beat de cours dès le départ, fait que j'ai décidé de prendre le plus de cours que je pouvais pendant mes 2 premières années, puis j'ai quasiment fini tous mes cours de doctorat. OK. Puis moi, mon cerveau, là, j'ai bien de la misère de changer de recherche, mes cours, puis là, tout ça, là, moi, ça mélange. Donc, j'ai essayé de faire ça un petit peu en bloc, là. Donc, faire le plus de cours possible. Là, je suis rendue à ma recherche, puis idéalement, c'est mon plan, mais il faut acquérir cette habileté d'être capable d'être flexible mentalement dans nos plans, parce que ça va rarement comme prévu. Mais l'objectif, c'est de finir ma recherche, donc prendre les 2 prochaines années en recherche avant, puis faire vraiment là, mes internats, mon CSP, dans le fond, mon stage et mes internats au plus loin possible. Parce que me connaissant, ça va être difficile pour moi de passer du CSP où je sais que je vais adorer ça parce que je veux faire de la clinique plus tard en majorité. Oui, donc c'est difficile pour moi de revenir, je le sens déjà. Donc, j'essaie vraiment de
mettre tous mes œufs dans le même panier pour commencer pour ma recherche et m'avancer le plus possible. Puis, passer au volet clinique vraiment à la fin de mon doctorat. Mais c'est vraiment pas une majorité de personnes qui font ça. Il y en a vraiment là, qui, en 3e année, ils veulent se lancer dans le CSP. C'est vraiment correct aussi. Là. J'en connais vraiment beaucoup, 3e, 4e année, qui font leur stage puis qui rédigent tranquillement leur papier après. Moi, je décide d'y aller un petit peu à ma manière puis de voir comment ça va aller. Mais ça dépend aussi, tu sais. Je ne ferai pas une année de recherche non plus si j'ai pas de résultats à analyser ou à écrire, tu sais. Fait que ça dépend quand même de où on en est dans son projet, mais on peut mettre ça à sa sauce. C'est le fun. Une belle flexibilité. Oui! Tu peux vraiment l'adapter à tes besoins aussi. Là. Oui, c'est ça. Oh, wow. C'est bien pour ça, oui. Génial. Excellent. Puis, c'est ça, dans le fond, brièvement, tu as dit que plus tard, tu étais particulièrement intéressée à être plus du côté clinique. Donc, on se demandait rapidement, là, après ton doctorat, comment tu vois ça? Parce que c'est ça, là, tu es quand même beaucoup dans la recherche. Est-ce que tu comptes l'intégrer à ta pratique? Est-ce que tu comptes faire la clinique, mais être chercheuse, sur le côté? Comment tu le vois un petit peu dans le futur? Pour l'instant, dans le futur, je me vois vraiment plus du côté clinique. OK. Mais c'est parce que j'ai de la misère à m'imaginer comment je peux intégrer la recherche encore. Parce que je veux pas que ce soit le centre de je veux pas juste être chercheur. OK. Puis juste dans le sens que je fais juste ça, là, pas dans le sens que... Mais je sais que vraiment, en priorité, c'est la clinique. Et puis ça, ben c'est la clinique, c'est en neuropsy, ce serait vraiment, tu sais, des diagnostics, là. Donc, par exemple, si on ne sait pas si notre enfant a un TDAH, ben là, on vient me voir, puis là, je regarde, je vais passer les tests, puis tout. Donc, cette pratique-là. Mais je sais que j'aime beaucoup quand même la recherche, donc je pense que je vais intégrer ça quand même, mais peut-être pas comme... à 50-50, tu sais. Okay. Ouais. Je pense que je vais trouver des opportunités puis que ça va me manquer. Mais pour l'instant, je regarde vraiment la clinique en premier, puis ensuite, j'ouvrirai un peu mes horizons. Mais mon objectif, en fait, c'est que je veux faire de la clinique, un peu de clinique privée, puis tout, puis commencer à avoir, tu sais, éventuellement avoir mon bureau, puis avoir ma clinique, là, idéalement. Mais je veux aussi faire un petit peu de pratique en milieu public, donc dans les écoles. OK. Ouais, ma mère est prof, donc j'ai toujours eu ce contact-là avec les établissements scolaires, puis comment ça va en ce moment dans les écoles, puis il manque tellement là, de ressources. Fait que je pense que c'est un petit peu... j'ai une envie, en fait, d'aller aider un petit peu, tu sais, ne serait-ce qu'une journée par semaine à faire dans les écoles. Tu sais, je sais... Encore là, je sais pas comment ça fonctionne. Peut-être que c'est même pas une option de faire juste à une journée par semaine, mais si c'est possible, tu sais, c'est comme ça que je me projetterais, en fait. Donc, clinique en premier, en incluant du public dedans, et puis ajouter la recherche au fil de ma carrière, tout dépendant comment ça va. Écoute, c'est des super beaux projets, puis je pense que ça parle à beaucoup de monde aussi. En tout cas, moi, je t'écoute, puis... Je trouve ça incroyable. Ça donne envie, vraiment. Vraiment. Oh, ben tant mieux. On a besoin de vous autres, là. Puis, écoute, ben nous, on aimerait faire un petit segment où tu nous donnes ton opinion, parce qu'on a des petites questions pour toi un peu plus du type conseil. Fait que, en fait, c'est vraiment tout simple. Je sais pas si vous voulez-tu y aller avec le premier, par exemple? Oui, certainement. Donc, dans le fond, on se demandait si, dans le fond, tu pouvais retourner dans le passé, le début de ton parcours. Est-ce qu'il y a un conseil en particulier que tu aurais aimé qu'on te donne? Si tu avais, par exemple, un conseil à donner aux nouveaux étudiants, ça serait quoi? Tu as juste besoin de te faire connaître. OK. Je pense... Super. Ouais. Je pense que on sait pas par où se garrocher, puis on aimerait ça avoir une petite idée de c'est quoi, puis même quand on nous répond, on nous dit... Qu'est-ce que toi t'as fait? Puis là, on voit son CV, mais il manque quelque chose, puis je pense que... Le contact. Oui, le contact, c'est le plus important. Puis d'y croire aussi, parce que des fois, on nous donne une réponse, puis on y croit pas, puis on n'est pas... Mais commence par là, il faut que ce soit le seul objectif. Tu peux la faire ton contact, tu peux le faire de n'importe quelle façon, mais fais-le. Mets-toi out there. C'est inconfortable,
Mais les profs ont besoin de nous autant qu'on a besoin d'eux. OK. Fait que... C'est Ouais. C'est noté. Ouais. OK, ben là, on en a un peu plus simple, dans le fond. OK. Est-ce que tu as un endroit préféré sur le campus? Oh, bonne question. Ben, j'avoue que notre bureau, là, notre Ah labo oui. en haut, Oui. il est vraiment cool. Il y a des fenêtres partout, mais on est vraiment chanceux. Mhm. Mais sinon, c'est la bibliothèque juste à côté du pavillon PK, là, fait que la bibliothèque des sciences. Comme c'est full calme, t'as des belles petites places pour étudier, c'est silence. Donc, moi, c'était comme mon endroit préféré aussi, sinon. Mais maintenant, c'est rendu le labo Ouais, qu'on a je aménagé en plus un peu, là. Ben Fait que, ouais. OK, Ah, super. super. Puis dans le fond, finalement, on aimerait alimenter les esprits curieux. Donc, si tu avais une recommandation de livre de psychologie, mettons une lecture qui t'a vraiment marqué, est-ce que tu aurais... Puis si t'en as pas tout de suite, tu sais, on peut te laisser y penser aussi, puis on le mettrait dans la barre d'infos pour les étudiants, là. Fait qu'il y a vraiment aucune pression. Oui, ben écoute, je pense que j'en ai un. J'irais... Là, moi, spontanément, j'aurais parlé d'un livre EEG, là, parce que je l'ai lu, puis je l'ai dévoré, puis j'ai trop aimé ça. OK. Mais j'ai quelque chose d'encore plus cool, OK? Tous les livres de Oliver Sacks, c'est Oui. comme Ouais. la femme qui prenait son homme pour un chapeau, Oui. puis tout ça. C'est vraiment sur des trucs neuro, puis des problèmes, par exemple, justement, plus d'ordre neuropsy. Même, il y en a un qui est comme sur la découverte d'un médicament pour le Parkinson, OK. puis tout. En tout cas, c'était vraiment, je trouve, le fun parce que tu as l'histoire un peu de ça, puis tu comprends en même temps un trouble en même temps. Donc, moi, je les ai bien aimés aussi. OK. Puis, côté peut-être pratique, le livre de statistiques de Andy Field OK. a été ma Bible pendant la thèse d'honneur. Et il n'y a pas assez de gens qui connaissent ce livre. OK. Donc, je le recommande parce que, en tout cas, il dit étape par étape quoi faire des statistiques Oh, wow. et avec une touche d'humour. Comme, Ah. c'est vraiment drôle quand Humour il et est statistiques. marrant. Humour et statistiques. Oui, Qui aurait cru? C'est ça. pensé, mais... Oui, il est marrant. Donc, voilà. C'est C'est le super côté intéressant. divertissement, le côté pratique un peu. Ouais. Ouais. OK. Mais merci beaucoup pour ces recommandations. Ça fait plaisir. Écoute, on aimerait ça, avant de conclure, faire juste un petit jeu, mais encore une fois, c'est vraiment simple. On n'a pas trouvé de nom, mais on peut utiliser ceci ou cela. Fait que Ouais. c'est vraiment simple. Dans le fond, on va donner 2 choix. Puis tu vas juste avoir à nous dire lequel te correspond le mieux. C'est un peu pour en apprendre plus sur toi hors du cadre académique. Mais encore là, vraiment en surface. C'est une bon. question. Je suis Prête. Très de base. Fait que- Donc, pour commencer, Oui. on sait qu'en tant qu'étudiant, avoir une source d'énergie est indispensable. Tout à fait. Donc, est-ce que tu dirais que tu es plus du type thé ou café? Café. Café. Ça coule dans mes veines. C'est un problème. OK, intéressant. Parfait. Sinon, planification ou spontanéité? Ouh, bonne question. Je dirais, objectif, planification, mais finalement, il y a plus de spontanéité. Ok. Je pense une bonne TDAH. là. Comprends, ouais. C'est, ouais. Fait que, ouais, j'aime ça être organisée, mais c'est rare que j'y arrive. Voilà. Bon, l'intention est là. Parfait. Sinon, encore une fois, dans les breuvages, vin blanc ou vin rouge? Blanc. Blanc. J'ai tout essayé pour le rouge. J'ai rien à faire. C'est un work in progress. C'est bon. Écrire ou lire? Écrire. Ouais, hein? Le côté Oui. petit journalisme ressort ici. Voilà, Mhm. exactement. Ok. Écrire, oui. Génial. Sinon, quand tu prends des vacances, es-tu plus du style vacances aventure ou vacances relaxation, détente? Aventure. Aventure. Oh oui, Un oui, oui. backpack un peu. Là. Ah oui, comme vraiment. Il y a un moment donné, ça c'est mon plus beau voyage à vie. J'ai juste parti en backpack en Suisse. Ah, Et j'ai fait des wow. hikes Ah, chaque le jour. rêve. Wow. Oui, exactement. Donc c'est Mhm. vraiment mon genre. Ok. Ouais. Ah, Ouais. OK. un jour. Un jour, on espère. OK. Donc, lève tôt ou couche tard? Couche tard. Couche tard. Mhm. Mhm. Sinon, est-ce que tu préfères travailler de la maison ou te déplacer à l'école? Me déplacer. J'arrive pas à la maison. Je fais tout sauf
mes travaux. Comme mon lavage, il est 100% fait là, quand je suis à la maison. Mes travaux, Je comprends. Je pense que c'est le dilemme de plusieurs avec le travail de la maison. Oui. OK, donc peut-être une petite dernière toute simple. Donc, sucré ou salé? Sucré. Ceux qui me connaissent le savent. C'est bon. Ben écoute, Marie-Lou, on va conclure ici. Oui. Ça a été super intéressant. Puis honnêtement, j'ai l'impression qu'on pourrait te poser encore des questions pendant tellement longtemps. C'est super intéressant. Fait que ça a été vraiment un plaisir pour nous de te recevoir aujourd'hui, puis à notre premier épisode. Donc, merci à vous, hein? Puis je vous souhaite vraiment un bon succès avec la suite. On en a besoin des balados comme ça, là, quand on est au bac. Fait que félicitations d'avoir entamé le premier épisode. Merci beaucoup. Merci à vous.